Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sébastien Notelet, je travaille à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on est un certain nombre de l'équipe de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes à travailler sur les pies grièches. Et donc, je vais vous présenter un travail d'étude qui n'a pas été mené uniquement, il faut que je me rapproche peut-être, qui n'a pas été réalisé que par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, mais qui est un travail donc, qui visait donc à estimer la taille de la population de pies grièches grises en période de reproduction à l'échelle du Massif central. Donc ça a fait intervenir un certain nombre de structures à l'échelle de cette zone. Et donc c'est un travail d'étude qui reposait donc sur le protocole qui avait été proposé dans le cadre du premier plan national d'action pies grièches, donc de 2014-2018. Et donc on a analysé les données issues de ce travail par des méthodes de modélisation que je vais un petit peu vous présenter. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous représenter en détail la pie grièche grise, mais on va quand même, on va s'attarder sur quelques éléments de sa biologie qui peuvent avoir une importance une importance sur le protocole et aussi le plan d'échantillonnage. Alors notamment la taille des territoires de reproduction qui sont estimés selon les couples ça s'échelonne sur une fourchette de 30 à 100 hectares, donc on est sur des territoires qui sont grands pour cette espèce. Une espèce qui niche aussi précocement. Dès la fin février, dans le Massif central, on peut avoir des individus qui commencent à se cantonner sur les territoires de reproduction. Donc on est sur une reproduction qui démarre assez précocement, et puis la population les individus du Massif central sont considérés sédentaires, même s'il y a des petits mouvements de population à l'intérieur du Massif central. Et on est sur une population une espèce qui est migratrice partielle. Donc la population du Massif central est considérée sédentaire, mais on a des renforts en France d'individus qui proviennent du nord-est de l'Europe et donc qui passent l'hiver chez nous et qu'on peut encore rencontrer en fin d'hiver par chez nous. Petit retour du coup sur la dynamique de la population de pies grièches grises et surtout l'évolution de son aire de répartition sur les dernières décennies. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on avait encore la pie grièche grise présente sur une large partie du pays. Vous voyez, dans les années 70-75, elle était présente sur une grande partie de la France, mis à part sur la façade atlantique et sur le pourtour de la Manche et de la Bretagne. Et puis, comme vous le savez, un déclin qui ne cesse pour le moment. Et déjà dans les années 80, on voit qu'il y a un début de contraction de son aire de répartition, avec notamment dans les secteurs de plaine agricole où les pratiques se sont intensifiées. On voit qu'il y a déjà un début de déclin. Et donc si on prend les cartes d'aire de répartition plus récentes, on voit que dès les années 2010, on a vraiment une espèce dont l'aire de répartition s'est énormément contractée et qui n'est plus présente quasiment que dans des zones de moyenne montagne, avec un bastion important donc, au niveau du Massif central et puis des plus petits noyaux de population dans le nord-est de la France. Et donc j'ai repris les dernières cartes qui avaient été indiquées dans le nouveau plan national d'action et qui montrent qu'on a encore une érosion qui est encore à l'œuvre. On le voit notamment si on regarde en Alsace, on voit que la dynamique de déclin n'est toujours pas enrayée, hélas. Petit historique, alors je ne vais pas tout vous détailler, mais petit historique sur ce qui avait été mené sur la pie grièche grise en termes d'estimation des populations. Alors il y avait des études qui ont été menées à plusieurs échelles spatiales, notamment donc, des études coordonnées par Norbert Lefranc en 1993-94 et puis en 2009, qui ont permis d'avoir une première vision à l'échelle nationale de l'état de la population de pies grièches grises et surtout entre ces deux intervalles de commencer à jauger l'ampleur des dégâts, de voir à quel point l'espèce était en déclin. Et puis après, notamment sur la zone qui nous concerne, le Massif central, des études menées à des échelles spatiales plus restreintes, donc des études à l'échelle régionale comme en Auvergne, à l'occasion donc des études nationales et aussi à d'autres moments, des enquêtes départementales, pas forcément réalisées de manière synchronisée entre les départements, comme
en 2012 en Aveyron, en 2017 en Haute-Loire, et des premiers tests du protocole proposé dans le premier plan national d'action, réalisé à échelle départementale en Aveyron en 2012 ou encore en Lozère en 2013-2014. Et ce qui ressort un petit peu de ces différentes études, c'est que finalement, on a, je vous le disais, des études qui n'étaient pas forcément réalisées sur les mêmes années, pas forcément de manière synchronisée, donc qui peuvent empêcher ce manque de synchronisation peut empêcher de comprendre certains éléments au niveau des dynamiques de population, et puis de l'hétérogénéité au niveau des protocoles, et encore finalement pas mal de dires d'experts aussi sur l'estimation des populations. Et donc c'était ce que proposait le protocole proposé dans le plan national d'action, c'était de pouvoir essayer de normer un petit peu plus les méthodes de suivi des différentes espèces de pies grièches, donc on peut appliquer à la pie grièche grise, et de pouvoir, une fois qu'on a cadrer un protocole et qu'on s'y tient, pouvoir comparer les chiffres dans l'espace et dans le temps, et donc avec un état des lieux qui serait fait à une échelle spatiale large, éventuellement à échelle nationale, et ensuite on peut faire des études qui permettent d'étudier dans le temps la dynamique de population. Alors, sur l'étude que je vous présente aujourd'hui, on a travaillé à l'échelle de 9 départements du Massif central, qui étaient répartis donc sur 3 régions administratives, donc la Nouvelle-Aquitaine pour le Limousin, l'Occitanie avec les départements de la Lozère et de l'Aveyron, et puis l'Auvergne-Rhône-Alpes avec les départements auvergnats, la Loire et l'Ardèche. On a travaillé, donc, comme je vous le disais, à plusieurs structures sur ce travail. On a travaillé donc à 4 structures coordinatrices pour notamment mobiliser un nombre suffisant de personnes sur le terrain pour participer au travail de récolte des données. Donc la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, mais donc également la LPO France avec son antenne Limousin, l'antenne Aveyron de la LPO Occitanie et la LEP. Qui est située en Lozère, la LEP. Et on a un certain nombre de structures partenaires qui ont travaillé à nos côtés, notamment pour le travail de terrain, avec une bonne mobilisation des salariés des différents parcs naturels régionaux qui sont situés dans notre zone de travail, des agents de l'Office français de la biodiversité et des salariés de différents syndicats mixtes divers et variés. Et donc voilà, on a vraiment eu un soutien du réseau et aussi une bonne mobilisation des réseaux bénévoles ornithologues, et c'est quelque chose qui a largement contribué à ce travail. Donc la coordination générale a été faite par la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, mais on avait donc des référents dans chaque département qui ont aidé à la mobilisation, au recrutement des participants pour le travail de terrain. Et puis on a eu donc le soutien du Centre d'écologie fonctionnelle évolutive de Montpellier pour consolider le protocole, notamment la partie plan d'échantillonnage, et aussi pour réaliser les analyses des données. Alors, je me permets de un petit peu détailler le protocole, parce que j'ai une assemblée là qui est quand même assez nombreuse de personnes passionnées de pie grièche, et puis ces études sont amenées peut-être à se renouveler sur la pie grièche grise, peut-être sur d'autres espèces, donc peut-être ça va susciter des vocations de vous expliquer un petit peu le protocole. En quoi ça consiste en fait ce travail? Donc le jeu de données acquis, il est issu donc de cette méthode-là de travail. C'était d'aller sur le terrain et d'aller prospecter des sites qui étaient répartis dans des carrés de 500 mètres par 500 mètres, eux-mêmes répartis donc selon le schéma ci-contre là en quinconce dans des mailles de 2 km par 2 km. Dans lesquels donc les observateurs, au cours d'une même matinée, devaient aller prospecter l'ensemble des carrés et passer 15 minutes depuis un point d'observation fixe pour rechercher la pie grièche grise à l'aide de jumelles, d'une longue vue éventuellement, et puis éventuellement entendre des émissions sonores qui permettaient de contacter l'espèce. Donc ça, c'était le principe. Et donc tout ça au cours d'une même matinée, on demandait aux observateurs et observatrices de réaliser 3 passages au cours de la saison de terrain, répartis donc entre le 1er mars et le 20 avril, donc avant que la plupart des femelles aient démarré la couvaison.
Au cours donc, de ces temps d'observation de 15 minutes, était demandé aux observateurs et observatrices de relever la présence de l'espèce, mais également de dénombrer le nombre d'individus présents. On a demandé également un travail de caractérisation de l'habitat lors du premier passage dans chacun des carrés. Alors, pareil, je m'attarde un petit peu sur donc les aspects de plan d'échantillonnage et notamment de définition de la zone d'étude, parce que de cette zone d'étude découle la projection qu'on fait pour la taille de population, parce que selon la surface considérée, donc multipliée par les densités, on obtient notre estimation de taille de population. Donc ça nous paraissait important de se pencher sérieusement donc, sur la définition de cette aire de répartition et de la zone d'étude sur laquelle on travaillait. L'approche qu'on a adoptée, c'était donc de repartir des données, de l'ensemble des données de pie grièche grise en période de reproduction sur les 15 dernières années avant la réalisation de l'étude, donc entre 2007 et 2021. Et à ce jeu de données, on a appliqué donc une zone tampon d'un peu plus d'un kilomètre autour des données pour avoir une zone assez généreuse considérée. Et on a regardé en intersection avec cette zone toutes les mailles de 2 km que je vous présentais précédemment qui étaient en intersection avec cette zone tampon. On a exclu un certain nombre de mailles, toutes celles qui étaient faiblement en intersection avec cette zone, donc toutes celles où il y avait moins de 20 hectares qui étaient dans la zone, on les a enlevées, et puis également toutes ces mailles qui avaient finalement, même si elles étaient en intersection avec des données donc plus ou moins proches de pie grièche grise, et on a retiré certaines mailles qui avaient une surface d'habitat défavorable trop importante, et dans lesquelles on s'attendait à ne pas trouver de pie grièche grise. À l'issue de ce travail de sélection de la zone d'étude, on a obtenu un jeu de mailles qui ressemble à ça, donc avec les carrés en vert qui sont les mailles finalement retenues. Ça correspond à une zone d'étude de 7270,75 km² et à un jeu de mailles, donc 2195 mailles, dans lesquelles on a fait un tirage aléatoire. Donc on a tiré aléatoirement 125 mailles à l'échelle du massif central. Et finalement, il y a 113 mailles qui ont trouvé un volontaire ou une volontaire pour réaliser le travail de terrain. Donc dans les différents départements. Donc vous voyez la localisation des différentes mailles qui montre que selon le poids des départements, il y a un nombre plus important qui était tiré de mailles. Mais donc dans chaque département de la zone d'étude, on a bien eu du travail de terrain qui a été réalisé. Et sur ces 113 mailles affectées, il y a l'essentiel des mailles pour lesquelles il y a bien un volontaire qui a réalisé le travail de terrain, et très peu de mailles ont dû être retirées du jeu de données du fait du non-respect du protocole. Ça représente un investissement sur le terrain de 83 personnes, donc ce qui est assez important. C'est un effort important qui a été fourni et du coup un travail important également de coordination. Et donc ces 83 personnes ont passé sur le terrain, sans compter donc le temps pour se rendre sur les mailles, quasiment 900 heures de travail, et les 2 tiers ont été réalisés à titre bénévole. Donc ça c'est vraiment quelque chose de gratifiant de voir cette mobilisation-là, et on remercie vraiment tout le réseau qui a participé à ce travail. Alors, je vais aborder les aspects un petit peu méthodo là sur les analyses. Je vous ai dit qu'on s'est reposé sur ce protocole PNA et on a analysé les données par des méthodes de modélisation. Donc, on a utilisé 2 catégories de modèles principalement, donc des modèles qui servent à modéliser la présence-absence ou la probabilité d'occupation des sites dans lesquels on est allé prospecter. Donc en l'occurrence, quand je dis un site, c'est un carré de 500 mètres par 500 mètres. Et on a utilisé donc une autre catégorie de modèles qui là permet de projeter l'abondance de pie grièche grise à l'échelle d'un carré, et donc abondance par carré, ça on revient à une densité finalement, parce que nombre d'individus par unité de surface. Donc ça, c'est les 2 catégories de modèles qu'on a utilisées, et ces modèles donc ils prennent en compte un élément qui est intéressant, c'est le fait de considérer une probabilité de détection de l'espèce, c'est-à-dire qu'on considère que les participants qui ont réalisé le travail sur le terrain ne sont pas infaillibles, et que dans certains cas, finalement, on ne détecte pas la pie grièche grise, et ça c'est considéré dans le modèle, et c'est un des atouts de ces modèles.
Pour travailler avec cette approche-là, au niveau de ces modèles, il y a un certain nombre de postulats, d'hypothèses, et notamment le fait que la population est considérée close à l'échelle de la saison d'échantillonnage, donc c'est-à-dire que si un site est considéré occupé à un moment de la saison d'échantillonnage, finalement on considère qu'il est occupé pendant toute la saison, il ne va pas changer de statut. On considère qu'il n'y a pas de double comptage qui peuvent être réalisés parce qu'on est capable de faire la distinction entre les différents individus contactés au cours des sessions de terrain. Et un des postulats également de ces modèles, mais ça peut être des postulats, des hypothèses qui sont en partie enfreintes, c'est le fait qu'il y a une hétérogénéité qui est pas trop importante entre les différents observatrices et observateurs. Mais bon, sur des espèces comme la pie griège grise, on peut se dire que c'est pas forcément délicat de respecter cette hypothèse. Alors, avec le protocole que je vous ai présenté, qu'est-ce qu'on obtient comme type de données? On obtient ce qu'on appelle des histoires de détection. Donc c'est finalement sur notre temps de prospection. Donc je l'ai indiqué sur la diaporama à l'écrit. Les temps d'observation étaient de 15 minutes, mais on les a subdivisés en 3 intervalles de 5 minutes. Et pour chacun de ces intervalles, on relevait la présence ou l'absence de l'espèce. Donc c'est ce qui figure sur ce petit schéma. Donc sur chaque intervalle de 5 minutes, au premier passage, présence si vous avez une pie griège grise, donc la flèche du haut, ou absence si vous avez un 0, etc. Et donc à l'échelle des 3 passages, en considérant donc à chaque fois 3 intervalles de 5 minutes, on a une suite de 9 présences ou absences qui a été relevée au cours des sessions d'observation. Donc on obtient ce type de données. 1, présence de la pie griège grise, 0, absence. Et vous voyez que j'ai mis des couleurs. Alors ça paraît peut-être pas forcément très bien à l'écran, mais il y a des zéros qui sont rouges et des zéros qui sont noirs. Les zéros rouges, ils découlent de l'hypothèse que j'indiquais précédemment sur le fait que on considère les populations closes. Et donc, c'est de ces non-détection en fait, de l'espèce, ces zéros rouges correspondent à des non-détections de l'espèce alors qu'on la considère présente, on peut déduire une probabilité de détection de l'espèce qui va nous permettre d'interpréter. Donc ces zéros rouges ils se répartissent sur quelques exemples que je vous ai mis là sur les 7 premières lignes. Et la 8e ligne, on n'a que des zéros, mais cette ligne de zéros, en fait, elle peut être liée soit à l'absence réelle de l'espèce sur le site, mais elle peut être liée aussi à une série de non-détections de l'espèce. Et donc on peut interpréter du coup cette ligne-là grâce aux autres cas de figure où on a du coup un mélange entre des détections et des non-détections et donc comprendre quelle part est liée à l'absence réelle de l'espèce et quelle part est liée en fait à une absence de détection par les personnes qui ont participé au travail de terrain. Je vous ai dit qu'on raisonnait en termes de présence-absence, mais aussi en termes d'effectifs contactés sur le terrain. Et donc, l'autre type de données qu'on a utilisé, c'est que on a, dans certains cas, contacté plusieurs individus de pie griège grise dans les carrés. Et donc là, les données utilisées étaient des effectifs avec, par intervalle de 5 minutes, combien de pie griège grise étaient en présence de la personne qui réalisait le travail de terrain. Et donc, ensuite, application d'une autre catégorie de modèles qui permet de faire des projections sur les densités. Alors, avant de vous montrer les résultats issus des analyses, je vous présente un petit peu les résultats bruts. Alors, sur ce gros tableau, je vais vous présenter que la partie gauche parce que ce serait trop chronophage de tout vous détailler. Donc, P1, P2, P3, c'est les 3 passages qu'ont réalisé les personnes dans les carrés sur les sites. Et donc, vous voyez que donc, sur la première ligne, sur la première ligne, on n'a que des zéros pour P1, P2, P3, mais en fait, ça correspond à tous les sites où la pie griège grise n'a pas du tout été contactée. Donc sur les 638 carrés où il y a eu des personnes à se déplacer, on a 573 carrés où il n'y a aucune pie griège grise qui a été observée. Donc quasiment 90% des carrés où il n'y a pas de pie griège grise. Inversement, du coup, on a un peu plus de 10% des carrés, on a effectivement, au moins pendant l'un des passages, des pie griège grises qui ont été contactés. Globalement, entre les différents passages, on observe une proportion qui est assez homogène dans le nombre de carrés où la pie griège grise est effectivement contactée. Donc juste en termes de présence-absence. Mais pour autant, ce n'est pas forcément exactement dans les mêmes carrés que la pie griège grise a été
référencé à chaque fois. Et si, si on regarde les chiffres, donc toujours en bas à gauche du tableau, on voit que sur à peu près, oui c'est ça, sur un peu plus de 2% quasiment 3% des carrés, la pie grise a été repérée à 2 passages, et donc vous ferez la soustraction, et du coup 3 passages représentent finalement une fraction assez faible sur l'ensemble des carrés. Donc ça c'est une partie des données prises en compte. Sur la partie droite du tableau, vous avez les détails à l'échelle des intervalles. Ça marche. Mais je ne vais pas vous les détailler parce que 5 minutes Sébastien. Dans certains cas, donc je vous disais, il y a plusieurs pie-grises qui ont été contactées. Donc là, vous avez les détails. Donc sur les, je vous ai dit, sur les 638 carrés, on a un peu moins de 90%. Il y a eu 0 individus qui ont été observés. Vous en avez donc au premier passage 51 individus différents qui ont été contactés, donc avec une douzaine de mailles où il y a 2 individus qui ont été, une douzaine de carrés où une douzaine d'individus ont été observés par exemple, et donc après au deuxième passage 40 individus différents contactés, et au troisième passage 48. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de sites sur lesquels on avait plusieurs individus contactés par la personne qui réalisait le travail sur le terrain. 35%. Voilà, des cas où plusieurs individus ont été contactés, parce qu'il y a quelques carrés originales, on a carrément eu 3 voire 4 individus contactés. Alors, en termes d'analyse donc des données, donc là c'était les résultats bruts, qu'est-ce qu'on a réussi à dégager? C'est que avec les hypothèses que je vous ai présentées, les modèles dont je vous ai parlé, on a été en capacité de calculer une probabilité de détection de l'espèce à l'échelle d'un intervalle de 5 minutes et à l'échelle du temps d'observation de 15 minutes. À l'échelle de 5 minutes, on a calculé qu'on a à peu près une chance sur 2 de contacter l'espèce dans le carré. Et à l'échelle de 15 minutes, on a quasiment 9 chances sur 10. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On a un taux de détection qui est quand même assez élevé. Mais en même temps, du coup, cette probabilité qui n'est pas de 100% nous conforte dans l'idée de devoir utiliser ce type de modèle pour bien comprendre l'estimation, enfin, pour bien réaliser l'estimation des effectifs, parce que, effectivement, les personnes qui ont participé ne sont pas infaillibles, et dans certains cas, on ne détecte pas la pie grise. Donc ça, c'est un premier enseignement de l'application du protocole et du travail qu'on a mené, c'est que ça semble pertinent d'utiliser des méthodes qui prennent en compte la probabilité de détection. Et donc de cette probabilité de détection, on a pu déduire une probabilité d'occupation à l'échelle de l'ensemble des carrés qui serait autour de 13%. Donc tout à l'heure, je vous disais, sur les résultats bruts, on a environ 10% de carrés où il y a effectivement la pie grise qui a été observée. Et donc si on prend en compte la probabilité de détection et qu'on projette la probabilité d'occupation réelle, on serait à 13%, donc un petit delta de 3% qui serait corrigé grâce à cette prise en compte de la probabilité de détection. Donc, outre les probabilités de détection de l'espèce, on peut calculer les probabilités de détection à l'échelle de chaque individu. On a dit qu'on était en capacité de les distinguer, et donc c'est de cela qu'on déduit un nombre d'individus par carré de 0,074 à l'échelle d'un carré de 25 hectares, donc environ 0,30 individus par kilomètre carré, et donc projeté à l'échelle de notre zone d'étude de 7270,75 km², on a proposé donc, comme fourchette entre 1550 et 3015 individus de pie grise. Donc on a exprimé les chiffres en nombre d'individus et pas nombre de couples. Si vous voulez le nombre de couples, vous faites une division par 2 et on serait à peu près bon normalement. C'est une estimation qui est un petit peu moins pessimiste que les précédentes estimations qui avaient été faites avec d'autres méthodes. La comparaison s'arrête là. On n'a pas utilisé des méthodes similaires, donc on peut pas, ça ne traduit pas une augmentation de la population, c'est juste qu'on n'a pas compté de la même manière. Qui a raison, qui a tort, on ne sait pas forcément, vu qu'on n'est pas en capacité sur une espèce qui a une aire de répartition aussi large et qui a une population qui est, même si elle est faible, compter autour de 2000 individus, c'est pas évident sur des surfaces pareilles, donc on ne peut pas avoir une réponse tranchée.
Mais on a une méthode du coup qui a été appliquée de manière assez rigoureuse avec peu de marge de manœuvre pour les participants sur le terrain, peu de marge de manœuvre aussi au niveau des analyses. On a essayé d'être rigoureux sur la manière d'approcher le jeu de données. Et donc, même si il y a des approximations, ou en tout cas on n'est pas exactement dans le juste sur la taille de population, on a a priori un état des lieux qui serait assez fiable et en tout cas qui serait réplicable dans le temps pour pouvoir comprendre à l'avenir, si on répétait le même protocole à cette même échelle, où on serait en capacité de comprendre si on est sur des dynamiques de diminution, de stagnation, ou on peut rêver d'augmentation. Je divulgage un petit peu peut-être pour des propositions de la LPO France sur le plan national d'action, mais vu qu'on est nombreux dans cette salle, je l'annonce quand même, sur le fait qu'il y a des idées sur le fait de répéter un travail similaire pour la pie-griège peut-être à partir de 2027, soit 5 ans plus tard. Avec donc dans l'idée de pouvoir comparer les chiffres qui avaient été obtenus en 2022 et ceux obtenus la prochaine fois, donc peut-être l'an prochain, et pourrait être intégré du coup à ce travail maintenant qu'on aura du coup plusieurs années d'études, le contrôle du statut de certains carrés, de certains sites, pour voir s'il y a eu des phénomènes de colonisation, d'abandon de sites, etc., pour aussi raisonner en termes d'aire de répartition. Voilà, je vous remercie et je remercie encore grandement tout le réseau bénévole, les 83 personnes qui ont participé à l'étude. Je remercie, donc ce travail il a été coordonné et réalisé avec une implication importante aussi d'un alternant au sein de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes, Francis Magnard, et puis tous mes camarades des différentes associations, délégations LPO et ALEP, donc Fabien Sané, Magali Trill, Laura Attès et j'espère que j'en oublie pas. Merci. Il y a une phase de questions, c'est ça ? Ouais. Bonjour à toutes et tous. J'en profite parce que c'était un petit oubli de ma part lors de ma prise de parole initiale. Donc pour vous dire qu'on prendra 2 ou 3 questions pour cette première séance. Et je vous demande aussi pour les intervenants, j'ai oublié de le préciser, les intervenantes qui prendraient la parole dans le public, de bien vous rapprocher du micro pour que les gens en visio vous entendent, voilà, et que toute la salle vous entend. C'est Anaëlle qui est à ma droite dans la salle on est 2, donc il y a 2 personnes qui vous distribueront les micros, il y a juste à lever la main. Et puis aussi pour les intervenants-intervenantes, quand vous entendez le bruit de la pie-grièche méridionale distribuée par François, c'est qu'il vous reste 5 minutes. Voilà. Je vous remercie. Merci Sébastien pour ta présentation. Alexandre Milon, IMBE, Aix-Marseille Université. Je ne prends pas les questions pièges. Non, tu listais les postulats de base de la méthode et il y avait celle du double comptage. Ouais. Et tu nous disais que tu considérais que le double comptage d'individus à l'échelle d'un carré était peu probable. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, je me pose la question du double comptage sur des carrés adjacents et du fait de la taille du domaine vital de la pie-grièche grise par rapport à la... Parce que ça, c'était l'échelle spatiale qui avait été décidée était plutôt basée sur le domaine vital de la pie-grièche méridionale, qui est plus petit, qui est plutôt de l'ordre de 25 hectares. Là, tu nous dis que tu as trouvé dans la littérature plutôt entre 30 et 100 hectares pour la pie-grièche grise, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, du coup, il y a un risque de d'un individu qui peut fréquenter en fait, plusieurs carrés. Est-ce que tu as regardé ça dans tes données pour voir s'il y avait effectivement ce risque ? Oui, alors après, en fait, vu que les territoires sont grands, on a plutôt un risque d'avoir un individu qui n'est pas disponible à la détection dans le carré parce qu'en fait, il est ailleurs et donc dans un carré adjacent. C'est plutôt ça le risque sur le jeu de données. Mais ça, finalement, ça se répercute sur les détections, la probabilité de détection individuelle plutôt que sur un risque de double comptage. Par contre, après, on a quand même
des territoires qui sont entre 30 et 100 hectares. Un carré, c'est 25 hectares. Donc les carrés qui sont à côté et en dessous ne sont pas prospectés, vu qu'on a une répartition en quinconce. Par contre, il y a ceux qui sont effectivement à la pointe, là, où on pourrait imaginer que on a des territoires qui sont contigus et ou avec éventuellement, en plus c'est connu sur la Pie Griège-Rise, des territoires qui peuvent être proches et avec des petits conflits de territoire en frontière, quoi. Donc c'est pas totalement exclu. Et il y avait un des participants qui avait bien relevé le fait qu'il avait vu un individu passer d'un carré à l'autre justement dans cette diagonale-là. Donc c'est pas totalement exclu, mais vu le nombre d'individus contactés, la plupart des sites quand même c'est un individu contacté et plutôt un risque du coup de non-détection parce que l'oiseau serait ailleurs, quoi, plus loin. Mais quand même, ton modèle pour estimer la taille d'abondance, il fait quand même l'hypothèse qu'un individu qui est observé sur un carré est un individu différent d'un individu qui est observé sur un autre carré. Donc quand tu dis que ça passe uniquement dans la détection, c'est pas... Effectivement, comme il a un territoire plus grand, il peut être sur un carré différent. Donc toi, ça va baisser la détection sur ton carré, mais ça va aussi affecter ton estimation d'abondance. En effet. Après, la fourchette, c'est 30 à 100 hectares et on a seulement du coup un carré qui pourrait être en commun à la pointe. Donc le risque est quand même faible. Mais je suis d'accord, c'est un des biais, un des problèmes au niveau du protocole. On en avait déjà discuté, je crois, sur le fait de pourquoi pas avoir des carrés qui seraient plus grands. C'était ma question, oui. Mais est-ce que tu penses que ça a une valeur ajoutée à changer l'échelle spatiale pour 2027 ? Ça me paraît compliqué parce que déjà sur des carrés de 25 hectares, avec des paysages qui sont vallonnés, la présence d'arbres, des brises vues, et finalement on se retrouve à une couverture visuelle des carrés qui est loin d'être optimale, et du coup augmenter la taille des carrés risquerait de faire qu'on a finalement une surface qui est échantillonnée, qui est largement inférieure par rapport à la taille du carré. Et déjà que c'est le cas à l'échelle de carrés de 25 hectares, on risquerait d'introduire l'hétérogénéité du coup avec des carrés plus grands d'un site à l'autre en fonction justement de la topographie et de haies, d'arbres, etc., quoi. Donc il y a un espèce de compromis à trouver entre ce risque par rapport au mouvement des individus et en même temps du coup le fait de ne pas pouvoir couvrir visuellement entièrement les carrés. Un des éléments qu'on imaginait peut-être introduire, c'était justement plutôt d'avoir une estimation de la couverture visuelle par les observateurs et observatrices. Bon, ça va, la première question n'était pas piège. Ça va. J'ai peut-être raté, excuse-moi, tu as présenté les résultats de Site Occupancy en probabilité qu'un carré soit occupé, probabilité moyenne d'un... 0,13 donc en gros. 0,13, ouais. Ok. Oui, pardon, excusez-moi. C'est un petit peu complexe, mais Thierry Tournaire, je suis à la LPO Haute-Loire, mais aussi au Centre ornithologique du Gard, et on enquête aussi on le fait sur 2 espèces dans le Gard, à la fois sur la méridionale et sur la Pie Grièche à tête rousse. Et est-ce que tu penses que ça peut s'adapter aux 2 espèces, cette façon de procéder, telle que tu l'as précisé là ? Alors sur la Pie Grièche méridionale, c'est déjà fait. L'utilisation du même protocole, je ne l'ai pas détaillé, mais on aurait pu l'aborder. Et après, sur la Pie Grièche à tête rousse, pareil, on a des tailles de territoires qui sont différentes. Donc là, avec des territoires qui sont plus petits, l'enjeu, ce sera d'éviter justement de réussir à bien distinguer les individus entre eux si on a plusieurs couples en présence à l'échelle d'un carré. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir sur la résolution, la taille des carrés. Hier, ça a largement discuté justement de quel protocole serait le plus adapté pour réussir à faire ces estimations sur la Pie Grièche à tête rousse. Et je vous passe les détails et surtout, la question n'est pas encore totalement tranchée, j'ai l'impression. C'est secret défense même, me dit Arthur. Bon, mais merci. On passe à la suite ? Merci.